Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et avant de vous présenter l'histoire de Nathanaël, je voulais vous dire un grand merci puisque ce petit podcast a passé il y a quelques semaines la barre très emblématique des 500 000 écoutes en à peine quelques mois. Un immense merci pour vos messages et pour vos encouragements. Pour revenir à l'épisode de la semaine, voici l'histoire de Nathanaël qui a connu avec sa future femme, Laura, des débuts de parentalité compliqués puisque Laura a été victime d'une dépression postpartum. Nathanaël vous raconte avec un certain talent d'orateur les différentes étapes de ce processus dans cet épisode. Si vous aimez Histoire de Daron, bien sûr n'hésitez pas à vous abonner au podcast. Vous pouvez aussi mettre une note sur iTunes, 5 étoiles de préférence, et sur vos applis de podcast préférés, mais vous pouvez aussi mettre un commentaire, ça permettra au podcast de gagner en notoriété. Et alors si vous êtes plutôt YouTube, j'ai une chaîne où je mets les épisodes, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu comme ils disent. Si le concept vous plaît, parlez-en autour de vous, partagez les épisodes sur vos réseaux sociaux, le bouche à oreille c'est encore le meilleur moyen de faire connaître ce petit programme. Enfin, avant de vous laisser avec Nathanaël, il m'a envoyé un petit mail pour me dire, je le cite, « Si tu peux dire dans ton intro à ma femme que je l'aime, c'est sans doute la seule phrase qui manque réellement à ce montage, et j'en suis sincèrement désolé pour elle, même si elle le sait. » Donc voilà, c'est chose faite. Un gros bisou à Laura, à Nathanaël et à leur petit. Je vous laisse donc avec leur histoire. On est avec Nathanaël. Salut Nathanaël. Salut, comment tu t'appelles, Fabrice? Salut Fabrice. Tu vas bien? Ouais, ça va très bien, ouais. Merci de venir sur Histoire de Daron. Mais je t'en prie, merci de me recevoir. Je suis super content d'être là et de vivre cette expérience. Tu m'as envoyé un mail, tu fais partie de ces darons qui m'ont envoyé un mail pour me raconter ton histoire que tu vas nous raconter là justement. Ça a été pour moi un direct coucou, salut, parlons-nous très vite parce que ton histoire a quelque chose, enfin, en tout cas moi je n'avais jamais entendu ton histoire très particulière que tu vas nous raconter dans 2 minutes. Mais avant ça, est-ce qu'on pourrait faire connaissance un petit peu? Qui es-tu? Je vais avoir 35 ans bientôt, donc j'ai 34 ans. Alors dans la vie, moi je suis monteur. Je travaille à la télévision, donc je fais du reportage. Quand j'ai un peu de chance, je fais du documentaire. Et en ce moment, du haut de mes 34 ans, je suis dans une envie de reconversion professionnelle qui m'amène à faire des études de psychologie. Donc rien à voir. Parce que le milieu de la télé, de l'audiovisuel, me gonfle un peu. Et j'ai envie de me rapprocher de choses qui font un peu plus sens pour moi. Donc j'ai nommé la psycho et pas mal de choses qui sont autour. Voilà. Est-ce que tu sais d'où te vient cette envie de reconversion à cet âge, alors non pas avancé, mais en tout cas j'imagine que tu as déjà quelques années de boulot derrière toi dans le milieu. Je peux répondre à cette question. Moi j'ai un parcours qui est un peu sinueux. Je suis arrivé dans le montage un peu par hasard parce qu'il fallait gagner ma vie et que j'étais pas très loin, et ça fait 5-6 ans que je gagne ma vie avec ça et en fait je m'ennuie un peu. Voilà, à part les rencontres humaines, je m'ennuie un peu, honnêtement. C'est pas ma passion. Et quand il est arrivé ce dont on va parler dans un instant, c'est-à-dire la naissance de mon fils et la souffrance qui en a découlé chez ma femme derrière, j'en ai profité pour réfléchir aussi. J'étais en train de faire un bilan de compétences et c'est devenu évident que je n'avais plus du tout envie de vivre d'un métier duquel je ne tirais que 50% de plaisir, et ensuite d'un métier qui est un peu insécurisé. Je sais pas si c'est bien de le dire comme ça, mais disons qu'intermittent du spectacle, on n'a pas du boulot tout le temps. L'an dernier, j'en avais pas. J'ai perdu mon statut, je l'ai retrouvé cette année, et en fait, cette insécurité me déplaît. Voilà, je ne le savais pas, maintenant je le sais, et j'ai envie de quelque chose du haut de mes 34, bientôt 35, d'un peu plus stable. Voilà, ça répond à ta question. C'est bien d'apprendre à se connaître soi-même avec l'âge. Oui, c'est un peu ça, ouais. C'est tout à fait ça. Nathanaël, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où t'es venu, toi, cette envie de devenir papa? Ça a toujours été une évidence. Je fais partie de ces gens-là qui ont toujours eu ça en eux, comme s'ils étaient une mère poule, en fait. Très, très tôt, j'avais envie d'avoir des enfants, et je pense par envie de mimétisme avec mes parents, puisque mon père nous a eu très jeunes avec mon frère, j'ai toujours pensé que j'aurais des enfants très jeunes. Alors, ce qui n'est pas du tout le cas, puisque j'ai eu mon premier enfant, j'avais 33 ans. J'ai eu des histoires sentimentales un peu compliquées. J'ai mis du temps à me connaître, à être un peu plus sympa avec mes compagnes. Voilà, chacun sa vie, chacun sa route. Et aujourd'hui, avec
ma compagne qui va bientôt devenir ma femme puisque je l'ai demandé en mariage à Noël. Bravo. C'est venu, je te remercie, c'est venu de façon assez limpide, quoi. On avait l'âge, on avait l'envie, et puis avec ma compagne, je vais l'appeler par son prénom, Laura, on a toujours eu une relation un peu conflictuelle parce qu'on est assez opposés d'une manière générale dans nos tempéraments. C'est quelqu'un de très spontané, de très solaire, alors que moi je suis quelqu'un de plus introverti, de plus réfléchi et d'un peu plus organisé. Du coup, on se confronte pas mal, mais aussi on se complète. C'est en remarquant cette complémentarité que vraiment l'envie de faire un enfant avec Laura est venue, en tout cas de mon côté, parce que je me suis dit, mais ça serait trop génial pour notre enfant d'avoir un père comme moi et une mère comme elle. Il pourrait choisir de quel côté il veut être, et s'il veut être en plein milieu, mais je pense que ce serait le meilleur enfant du monde. Tu as rencontré Laura à quel âge ? J'ai rencontré Laura il y a 6 ans, c'était en 2012, on s'est rencontrés sur Internet, par un site de rencontre. On était tous les deux un peu seuls dans nos vies depuis quelques temps, et on s'est croisés sur le site de rencontre, puis dans un café, puis dans un autre café, puis dans un lit. Et voilà, ça n'a pas été évident tout de suite, mais plutôt petit à petit. Comment ça se concrétise, l'envie de faire un enfant avec elle, à ce moment-là ? C'est un projet que vous avez tous les deux ? C'est un projet que moi j'ai dans ma tête, je pense elle aussi. C'est une espèce de rêve secret où on se dit ah tiens, si c'était la bonne, etc., quand on croit encore à l'idéal. Et puis un jour, en fait, je me rends compte que, enfin, petit à petit, je grandis, tu le disais tout à l'heure, j'apprends à me connaître. L'idéal féminin disparaît de ma vie, je rencontre cette merveilleuse aventure qu'est le couple, hein, voilà. Donc où on n'est pas toujours d'accord, mais on a envie de vivre ensemble. Et pour faire simple, un jour je lui en parle, je lui demande où en est son désir, et je lui dis que moi j'aimerais bien, et elle me répond qu'elle aussi. Ça nous fait très peur et ça nous excite beaucoup en même temps. On essaye, elle arrête la pilule au mois d'avril, 2 semaines plus tard elle est enceinte. Ah oui. Néanmoins, tout ne se passe pas bien, puisque en fait elle est enceinte de ce qu'on appelle un œuf clair, c'est-à-dire un embryon qui n'a pas fécondé. On ne le sait pas tout de suite, mais elle a des douleurs au ventre, on va souvent aux urgences, et puis bon voilà, un jour on nous dit ça va finir en fausse couche, il faut s'y préparer. Donc c'est un vrai choc, parce que dans notre entourage, on est les premiers à mettre en route la machine pour avoir un enfant, et ça marche pas. Et juste après, genre 1 mois après, j'ai des amis dont les femmes sont enceintes, et pour eux ça va marcher. Donc c'est un coup dur. Sur le moment, je le vis mal, je jalouse ses amis. Et ma femme, qui avait subi une dépression 3 ans auparavant, retombe un peu en dépression quelques mois plus tard. C'est un vrai coup dur, quoi, sur le moment. D'accord. Et donc, vous décidez de vous y remettre à un moment donné ? Tout de suite. Comment ça se passe, oui. Pas tout de suite. Et montre en main, il se passe 9 mois avant qu'on s'y remette. Ah, d'accord. Voilà. Donc, c'est assez curieux. Mais vraiment, c'est le temps de la gestation, il faut croire. Donc, c'est au mois de janvier. Quand est-ce qu'il est né, mon fils ? C'est au mois de janvier 2016 que Laura retombe enceinte, fin janvier. Et Vadim, notre enfant, va naître le 3 octobre, voilà, de la même année. La grossesse s'est bien passée ? C'était merveilleux. Ouais. Une super grossesse. On était totalement en osmose, en fusion. On est parti en voyage au Portugal à 6 mois de grossesse. On a fait un mariage jusqu'à 5h du matin à 8 mois. Enfin bref, c'était... l'éclate, quoi. Ouais, vraiment. Et puis il est né avec 3 semaines d'avance, ce petit loup. En pleine nuit, l'accouchement a duré 5 heures. Ah oui. C'est... Ah ouais. Non mais vraiment, c'était... il a été génial dès le départ, quoi. Et non, je garde un super souvenir, et Laura aussi, de la grossesse. Donc le petit né, comment ça se passe pour toi, la découverte de l'enfant ? Ouais, c'est exceptionnel, et c'est à nouveau une évidence. Tout rejoint ce désir que j'ai depuis si longtemps d'être père, d'avoir un enfant. Tout se rejoint à ce moment-là, quoi. Voilà, là je t'en parle, j'ai toutes ces images qui me reviennent en tête de la salle d'accouchement, du moment où Vadim arrive.
de moi qui pleure, de Laura qui pleure. C'était assez étonnant parce que quand il est sorti, il était tout violet, il pleurait pas, il avait les poumons encombrés, comme ça arrive souvent. Et moi, je pleurais de joie, et puis d'un coup, on me l'enlève, et on l'amène dans une autre pièce, et je l'entends toujours pas. Et là, véritablement, je me mets à pleurer de tristesse, et je me mets à dire à tout le monde, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce que vous faites ? Et j'ai une grande peur panique qui s'empare de moi. Et puis 10 minutes plus tard... Vadim arrive et là je me remets à pleurer de joie. Enfin voilà, et puis je le prends dans mes bras, je lui parle, j'essaye de le rassurer, je sais pas s'il comprend, mais au moins il entend ma voix, il se calme. Il est trop chou, il est dans mes bras, enfin bon, c'est un moment intime et c'est exceptionnel. C'est intime et pas tant intime en même temps, parce que quand tu es en train de me raconter ça, moi aussi je suis en train de revivre la propre naissance de mes filles. Donc ouais, et ça fait un longtemps moi maintenant, parce que toi t'as des filles, c'est ça ? J'ai 2 filles qui ont 11 et 9. Ah oui, d'accord. Donc elles sont grandes, mais ce souvenir-là reste toujours intact et quelque part, quoi, tu vois. Donc, et je sais pas s'il s'en va en vrai. Je pense pas. L'émotion physique, en fait, parce que ça se traduit physiquement, les émotions, c'est une explosion dans le corps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au moment où Laura poussait, donc ça dure une demi-heure quand la femme pousse, quand ça se passe bien en tout cas, et il y a tout le monde autour d'elle, Laura se met à pousser comme ça, à retenir sa respiration, et là, je suis juste à côté d'elle et je réalise petit à petit ce qui est en train de se passer, et en moi je me dis mais quel moment incroyable, oh là là, ces émotions, et je suis en train de, comme un bon chocolat, je suis en train de savourer toutes ces émotions qui palpitent en moi, et je me mets à m'asseoir sur la chaise pour mieux savourer, et là je croise le regard d'une aide-soignante qui me dévisage et qui me dit « Ça va monsieur ? On peut apporter du sucre, vous allez pas tomber dans les pommes ?» Et je la regarde, je vais au ralenti « Non, ça va. Tout va bien, je vous assure. » Et elle pense vraiment que je vais m'évanouir, et moi je suis en train de vivre un moment incroyable. Et je disais intime, je comprends bien sûr le fait de raconter l'histoire fait que ceux qui l'ont vécu se replongent dans la leur, mais intime parce que je suis incapable de décrire, comme je pourrais dessiner peut-être, mais j'y arriverai pas à décrire ce qui s'est passé en moi ce jour-là. C'était tellement fort, tellement bouillonnant. Enfin, il y a, voilà, et puis l'amour immédiat, l'envie de protéger, de chérir cette petite bestiole qui va nous enquiquiner la vie pendant 8 mois à force de gerbes, de caca, de hurlements, de nuits pas faites, etc. Mais on a envie de l'aider, de l'aimer, de le protéger. Enfin, moi, je trouve que c'est totalement instinctif. Et il y a un vrai truc animal, hein. Moi, c'est ça qui m'a vraiment fait dire, en fait, on est vraiment des animaux. Ce truc justement instinctif, de dire un vrai mammifère, quoi, un truc de besoin de protection qui dépasse toute sociabilisation, etc. Est-ce que tu avais pris conscience avant, pendant la grossesse, que tu allais devenir papa, ou alors c'était vraiment un moment de cristallisation pour toi Ouais, moi je l'ai pris conscience assez tôt, contrairement à Laura, qui a mis plus de temps à rentrer dedans. Ah oui. Mais je pense que Laura met les émotions un peu à distance. C'est une façon de se protéger. Et moi, je viens d'une famille où on parle beaucoup, où on se pose des questions et où on a souvent d'autres gens en face pour nous répondre. Je pense à ma petite sœur, je pense à mon grand frère, à ma mère. C'est des gens avec qui j'ai beaucoup échangé, j'échange toujours beaucoup. Et ça aide à vivre les émotions, parfois à les comprendre. Ils avaient déjà eu des enfants de leur côté ? Je suis le premier. D'accord. J'ai un grand frère, mais qui n'a pas eu d'enfant encore. Du côté de Laura, c'est la même chose. On était tous les deux numéro 1 pour faire devenir nos parents grands-parents, etc. Voilà, donc c'est venu assez tôt, le fait d'être papa, dans l'idée en tout cas. Après, le fait de devenir père, on va y venir, mais c'est vraiment venu petit à petit au cours du 6e mois, quand je me suis retrouvé seul avec mon fils, et enfin seul face à mon fils plutôt. Là, c'est lui qui m'a fait devenir père ce jour-là, et puis je pense que c'est pas fini, hein. Je pense qu'il y a encore du taf. Il y a toujours du taf, je pense, toute la vie. Oui. Il y a du taf. Tu sais de quoi tu parles, hein. En tout cas, je sais pas, mais ma petite expérience pour l'instant, c'est toute la vie. Tu parles de ce fameux 6e mois. Il s'est passé un truc dans votre couple et dans ta vie de père et dans la vie
de ta future femme donc. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Je vais faire les éléments les uns après les autres assez rapidement. On rentre à la maison, pour l'instant tout se passe à peu près bien, Laura reprend le travail et mon fils, lui, va chez son assistante maternelle à 3 mois. Au bout du 4e mois, le fait de ne toujours pas trouver de travail commence à me peser sur le moral. Laura, elle a repris son travail depuis 1 mois et demi maintenant et ça va à peu près. Elle fait beaucoup de choses sans faire attention, elle fait quelques dépenses un peu trop élevées et on s'engueule pas mal. Mais voilà, on s'engueule sur des trucs. En fait, la merde du quotidien du couple refait surface. C'est-à-dire ce qui avait complètement disparu pendant la grossesse et après est en train de revenir petit à petit et d'une façon assez foudroyante. Fin février, on part 4 jours en Bretagne chez une amie de Laura. Moi, j'y reste que 2 jours. Et Laura, je rentre après à la maison et Laura reste 2 jours de plus avec Vadim. Et le lundi matin, je me dis, tiens, je vais aller les chercher au TGV. Je me rends donc gare Montparnasse. Je vois la foule sortir et puis là, personne. Ni ma femme, ni mon fils. Alors je remonte tout le quai, je vais jusqu'à la voiture, personne dans le train. Ah, c'est bizarre quand même, on s'est raté. Je les ai loupés. Bon, alors si je les ai loupés, il faut vite que j'aille au métro parce qu'elle doit prendre le métro avec la poussette. Je descends 4 à 4 dans le métro, évidemment je vois personne, alors je fonce au parking, je reprends la voiture, je rentre à la maison, je me dis, bon bah on s'est loupé, elle va arriver. Vous aviez pas de téléphone portable ou... Je l'avais appelé et son téléphone était sur messagerie. Ok. Bon, je rentre à la maison, il n'y a personne, j'attends, je fais à manger, je fais un peu le ménage, le train arrive à 13h, il est 15h, toujours personne. Je dis, mais où est-ce qu'elle a pu aller? Donc je passe un coup de fil à une de ses copines, savoir si elle est avec elle. Non, elle n'est pas avec cette amie. J'appelle chez ses parents sont au boulot, je me dis, bon, peut-être qu'elle y est allée, je comprendrai pas pourquoi, mais à la limite, c'est une hypothèse. Je prends la voiture, je vais chez ses parents, il n'y a personne, la maison est fermée, je reviens chez nous, et là, je commence vraiment à flipper. Il est 16h, et je me dis qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Je rappelle d'autres amis, les gens me disent tous en plus, c'est insupportable, mais calme-toi, elle doit être ceci, cela. Non, elle est nulle part. Je veux dire, elle a un gamin qui a 6 mois dans une poussette, elle a un sac qui doit faire 12 kilos sur le dos, elle va pas aller au cinéma, au parc ou je ne sais où en plein hiver. Elle va rentrer à la maison, c'est juste logique. Et là, j'ai le téléphone fixe de la maison qui sonne. C'est un hôpital qui m'appelle, qui est basé à Rennes, qui me dit que ma femme a été sortie d'un train par des pompiers parce qu'elle tenait des propos incohérent, qu'elle faisait peur aux gens du wagon et donc elle a été amenée aux urgences et que mon fils est mis dans un service pédiatrique dans un autre hôpital. Je prends le premier train pour Rennes, je vais tout de suite voir mon fils et je passe la nuit avec lui dans le service pédiatrique de l'hôpital sud de Rennes. Le lendemain matin, je prends le métro, je vais à l'autre hôpital, à l'autre bout de la ville où se situe, où est gardée ma femme, que je reconnais tout de suite. Enfin, je veux dire, on m'avait parlé de délire, de propos incohérents, pas du tout. Elle est super triste de ce qui s'est passé. Elle m'explique avec ses mots. Enfin voilà, c'est la femme que je connais, il n'y a aucun problème. Je parle avec l'infirmière chargée en psychiatrie. On décide que je suis suffisamment costaud pour récupérer ma femme et mon fils. Elle sort du service, on rentre à Paris. On a eu très très peur. Et on n'a pas compris ce qui s'est passé. Puis les jours passent. Et je me dis que Laura, qui est sous antidépresseur, a peut-être oublié de les prendre quand elle était en séjour chez son amie en Bretagne. Elle me confirme, c'est le cas. Et moi, dans ma tête, je fais un lien idiot qui est, tiens, pendant 4 jours, elle n'a pas pris d'antidépresseur, donc c'est normal qu'elle ait eu des propos incohérents. Je vais comprendre plus tard que pas du tout. Mais sur le moment, je lui en veux. Parce que je l'entendais raconter cet événement du train à ses amis comme si... elle avait fait une chute de tension. Alors que très clairement, moi, c'est pas du tout les échos que j'avais des infirmiers ni des pompiers. Et je sentais qu'elle mettait à distance ce qui s'était passé, qu'elle ne voulait pas l'affronter. Et moi, ça m'a énervé parce que voilà, j'avais envie qu'elle prenne à bras le corps ce qui s'était passé, qu'elle comprenne que c'était pas rien. Donc j'ai un tempérament qui s'énerve là-dessus, donc je me suis énervé. On s'est repris la tête assez rapidement. Jusqu'au 13 avril. Voilà, le 13 avril... Je vais le dire comme ça, Laura a fait une rechute, mais cette fois-ci devant moi, dans notre appartement, et devant Vadim. Voilà, alors là,
arrive le moment de l'émission où je ne sais pas ce que je vais garder pour moi et ce que je vais raconter, parce que ça a été un moment très violent. Sens-toi libre de faire comme tu le sens. Ouais. Et surtout, alors, et puis je vais garder ça, tu auras le final cut. C'est-à-dire que je vais t'envoyer le truc et tu me diras si tu veux couper, ce que tu veux couper, up to you. Je vais le faire... on va le faire simplement. Donc on est à la maison avec Vadim qui, à ce moment-là, 7 mois, ça doit être ça. Donc à 7 mois, un enfant, ça vit sur le ventre un peu comme une otarie. Hein, ça n'avance pas, ça remue. Hein, ça secoue, ça fait le yo-yo, puis ça vomit après parce que ça a trop appuyé sur l'estomac. Bon, c'est un matin où je sors au marché avec Vadim, justement, et où Laura reste à la maison. On se partage les tâches. Je m'occupe de Vadim, elle s'occupe de l'appart. Et puis je remonte, et en fait, elle est toujours au téléphone avec une amie, et ça m'énerve. Alors, je fais manger Vadim, je couche Vadim, je me fais à manger, je mange, et Laura est toujours au téléphone. Et puis, elle sort du balcon au bout d'1 heure, peut-être. Elle me parle pas, elle me regarde, elle est en larmes. Mais je comprends pas. J'ai repris Vadim sur moi entre-temps, puisqu'il avait arrêté de faire la sieste. Et je lui demande ce qui va pas, et elle répond pas. Et je lui dis, mais il y a un souci avec moi? Elle répond pas, et je prends ça pour un oui. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Attends, tu veux me quitter? Et puis elle me dit oui. Tu m'aimes plus? Elle me dit oui. Je prends une grosse claque. J'ai Vadim sur les genoux, j'ai la copine avec qui elle était au téléphone qui commence à appeler sur mon téléphone. Je ne décroche pas parce que j'attends que Laura communique avec moi. Tout se passe dans ma tête, j'imagine toutes sortes de choses. Et puis, la copine qui appelle sur mon téléphone rappelle sur le sien. Je prends son téléphone, je décroche et je lui tends. Elle le prend, elle fait des pendant 3-4 minutes. Je regarde mon téléphone qui se remet à vibrer. C'est cette copine qui me rappelle. Ok. Alors que Laura est en train de me faire croire en face qu'elle est en ligne avec elle. Et là, je comprends que ça va pas du tout. Que Laura est pas avec moi, qu'elle ne veut pas me quitter, mais qu'elle est ailleurs, probablement au même endroit que pendant l'épisode du train. Je prends Vadim, je le pose sur le transat, je l'attache, je vais voir Laura, je prends délicatement le téléphone, je le pose sur la table, je la prends dans mes bras, je lui dis « Chut, ça va aller, ma puce ». Je la prends contre moi, elle fond en larmes, je lui fais comprendre que je pige, que là ça va pas du tout, qu'il se passe un truc. J'essaye de la faire parler, j'essaye de l'embrasser, j'essaye de faire l'amour, j'essaye plein de choses en fait. On ne sait pas quoi faire. J'essaye surtout de la faire parler. Et puis quand elle parle, elle dit n'importe quoi. Elle dit n'importe quoi, elle dit des trucs lugubres, mortifères. Pas suicidaire, mais presque. Bon, elle me fait peur, quoi. Donc, on a du Lexomil à la maison depuis son incident du train. Je vais choper la boîte, je la force à bouffer un Lexomil. Je la force à manger parce qu'elle n'a pas mangé, il est 14h. Je me dis, ça va peut-être lui faire du bien. Donc, je la mets dans la chambre. Je mets de la musique et elle se met sur le lit à dodeliner au son de la musique que je viens de mettre. Un peu comme s'il se passait rien, quoi. Elle est complètement ailleurs. J'envoie discrètement un texto à ses parents. Je leur demande de venir immédiatement, que j'ai besoin d'aide. Et quand ils arrivent, donc ils me répondent on arrive tout de suite. Quand ils arrivent, je leur explique pas la situation, ou si peu. Je dis à sa mère tiens, je vais te donner Vadim, tu vas le prendre, tu vas l'amener chez toi. Et moi je gère Laura avec son père. Sa mère, elle s'exécute, elle prend mon fils, elle part, je lui donne les clés de la voiture puisque c'est là où il y a le siège bébé, et ils s'en vont. Déjà je suis rassuré, Vadim il est plus là, il est avec quelqu'un en qui j'ai toute confiance. Donc un problème de résolu. Je reste avec son père et Laura, je regarde Laura dans les yeux, je lui dis écoute ma puce, je crois que là je vais appeler les urgences et on va aller parler avec quelqu'un, hein, on va aller voir des médecins. Est-ce que tu acceptes que je fasse ça? Elle me dit oui. J'appelle le SAMU. 3/4 d'heure plus tard, une ambulance arrive. Je lui dis viens, on va descendre. Là elle veut plus, c'est la bagarre.
C'est la bagarre pour descendre, c'est pour s'habiller déjà, puis pour descendre. Puis après, c'est la bagarre pour monter dans l'ambulance. Elle pleure, elle veut pas. Je monte avec elle dedans. Je dis à son père que je le tiens au courant. On arrive à l'hôpital. Bon, là, c'est l'horreur. Enfin, c'est l'horreur. C'est chiant à vivre, quoi. J'imagine. Elle se roule par terre, elle hurle, elle veut pas y aller. Enfin bon, bref. Voilà, obligé d'appeler la sécurité, me faire aider pour porter ma femme, l'obliger à voir des gens aux urgences. Enfin, c'est un peu dur. Donc, je donne toutes les informations que je peux aux infirmiers. Ils me disent d'attendre. J'attends 1 heure, 2 heures. On vient me voir. On me dit votre femme veut pas être hospitalisée. Est-ce que vous acceptez de signer une décharge pour elle ? Je dis écoutez, je veux bien, mais je veux qu'elle voie un psychiatre avant. Alors on me dit bien sûr, hein, de toute façon c'est la procédure. Je réattends 1 heure. Un psychiatre vient me voir et me dit que finalement ma femme accepte. Donc elle va être hospitalisée dans ce qu'on appelle l'hospitalisation libre, dans un service de psychiatrie qui est à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Ok, très bien. On va me tenir au courant. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Comme ça. À peu près. Sympathiquement, hein, mais oui, fermement. Mais... Enfin, ça va vite, quoi. Faut dire qu'ils ont du boulot, mais bon, ça va vite. Et toi, tu te retrouves ? Je me retrouve un vendredi soir ou un mercredi, enfin je sais plus, peu importe, avec mon fils, sans ma femme, qui est aux urgences. Voilà. Et je sais pas quoi faire. Le week-end arrive très vite. J'appelle le service, mais je ne peux pas voir Laura. Dans un premier temps, on me dit que j'ai pas le droit de venir. Dans un second temps, on me rappelle en me disant il faudrait ramener des affaires propres. Quand j'amène les affaires propres, on me dit mais on vous avait demandé de pas venir. Je dis oui, mais vous m'avez aussi demandé de ramener des affaires. Enfin bref. Et on t'explique pourquoi tu peux pas la voir. Il y a des explications quand même. Absolument, parce que je gueule et l'un des chefs de service qui est plus jeune que moi, c'est assez troublant, me reçoit et il me dit que en fait Laura est dans un service fermé, où elle est en observation et tant qu'aucun diagnostic n'est posé sur son état, on ne communique pas sur son état. Alors on me donne des informations un petit peu. J'ai le droit de savoir ce qu'elle prend comme médicament, j'ai le droit de savoir comment elle va. Et au bout du 5e jour, donc ça doit être un mardi, on me dit vous avez le droit de venir 15 minutes par jour pour la voir, mais vous et seulement vous. Donc j'ai le droit de voir ma femme 15 minutes par jour dans un service d'hospitalisation fermé, psychiatrique, avec des gens qui sont en pyjama bleu, qui passent un sale quart d'heure dans leur vie, et c'est le cas de ma femme, et voilà. Donc c'est pas marrant. J'imagine bien, oui. Ma femme est dans un état catastrophique, elle a peur que je la quitte, elle a peur que Vadim ne l'aime plus, elle est dans une espèce d'état que je n'arrive pas à décrire à mes proches, qui est un état à cheval entre le réel et l'irréel, entre le réel et la fiction presque, parce qu'elle sait très bien qui on est, elle sait très bien quel jour on est, elle sait très bien où elle est, mais elle est assez incohérente, elle confond plein de choses, et elle n'arrête pas de me dire qu'elle voit très clair dans le jeu des médecins, qu'il faut absolument que je signe une décharge pour qu'elle sorte. Elle écrit au feutre bleu des lettres aux médecins psychiatriques chargés de la surveiller. Et les lettres qu'elle écrit, enfin, je veux dire, c'est un non-sens total. Ce sont des lettres de petite fille. C'est la lettre d'une petite fille que je lis. Au début, c'est un peu tétanisant. Et puis, au bout d'un moment, ça me fait rire. Et j'en rigole même avec elle. Je me fous de sa gueule. Je me détends, quoi. Je me dis, il faut que j'accepte. Voilà, ma femme, elle est pas là en ce moment. Elle est sur messagerie. Donc, il faut que j'accepte le truc. Et si ça me fait rire, il n'y a pas de raison que je m'en prive. Et au contraire, il faut que je la confronte au réel. Voilà, moi, c'est ça que je vise le truc comme ça. Elle a toujours pas revu Vadim. Elle va le revoir au bout de 15 jours. Parce qu'il y a la chef d'un autre service psychiatrique qui va tout faire pour qu'on se voit. Donc on se voit dans un bureau pendant 1 heure avec Vadim qui la reconnaît absolument pas. Elle est tétanisée à l'idée de revoir son fils. Enfin, c'est dur. Franchement, le début est dur. Bien. Toi, t'es tout seul. En fait. Alors moi, je suis livré à moi-même. Il faut que je me bagarre pour avoir des infos. Et puis, personne ne m'aide. Et je suis obligé de refuser toutes les propositions de boulot parce qu'il faut que je voie ma femme tous les jours. Donc je venais de retrouver du travail, là je suis en train de le perdre. Alors par rapport à mon fils,
il se passe quelque chose, puisque c'est le sujet de l'émission, il se passe quelque chose de très très fort. C'est que je me retrouve seul avec mon fils chez moi, et en fait, chaque matin, j'ai peur. Voilà, chaque matin je pleure, j'ai peur, parce que je me rends compte que je suis capable de devenir un père si Laura est là. Je suis capable de devenir un père si on est deux. Et là, je suis tout seul. Et je vais pas y arriver, quoi. Et c'est pas possible, je vais pas y arriver. Et je pleure devant mon fils en lui donnant le biberon. Et puis un jour, en fait, mon fils, il me regarde et il me fait un de ces sourires dont il a le secret. Et là, je me dis, mais en fait, mon fils, il me fait complètement confiance. Il a pas du tout réalisé que sa mère était pas là. Ce dont il a besoin, c'est d'affection, de lait et de divertissement, je dirais. Et si je lui donne tout ça, mais il n'y a aucun problème, il me fait complètement confiance. En fait, c'est à moi de me faire confiance. C'est ça le plus dur. Alors j'ai l'aide de mes beaux-parents, chez qui je vais dormir 1 ou 2 nuits avec mon fils. On dort dans le même lit, en bas, au sous-sol. Ça refait un cocon familial. Qu'est-ce qui fait que tu te faisais pas confiance en fait à l'époque ? Je sais pas, je suis incapable de te le dire. C'est ce que je ressentais. Ouais. Je dirais que j'ai dû laisser Laura gérer certains moments de vie, en fait. Notamment, peut-être qu'elle faisait plus les nuits, peut-être que je faisais plus les matins. Enfin, quand on est deux, c'est vrai que de temps en temps, on est un peu trop naze et on se repose sur l'autre. De temps en temps, on n'y arrive pas et c'est l'autre qui y arrive mieux. Quand on affronte une crise, quand on affronte une insomnie, des choses comme ça. Et en fait, là, je me suis dit, mais je vais affronter tout ça tout seul. Est-ce que j'en suis capable ? Quand t'es au boulot, que t'as 18 ans, que tu fais ton premier job et que t'as mal au ventre et que tu te dis qu'une seule chose, c'est je m'en fous, je reviendrai pas demain. Et en fait, c'est un peu la même chose, sauf que là, tu n'as pas le choix, tu reviens demain. Hein, ça, c'est sûr. Donc, comme tu reviens demain, à un moment donné, il faut te confronter à ton mal au ventre. Mon fils, là, il me sourit, il a bien mangé, il a bien dormi et il voit pas que sa mère est absente. Enfin, en tout cas, je le ressens pas. Donc ça va. Et ça m'a été confirmé par des psychiatres, des pédopsychiatres notamment, qui m'ont confirmé que l'enfant commence à s'habituer à ses parents et à se plaindre de leur absence vers 8-9 mois, mais pas avant. En fait, avant, tant qu'il a à manger et qu'on s'occupe de lui, tout va bien. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec Vadim. Je poursuis l'histoire. Puisqu'il y a une suite, on me prescrit des antidépresseurs et des anxiolytiques parce qu'on trouve que je vais vraiment pas bien. Et tandis que cette vie s'organise autour de Vadim, un service de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre me contacte et me dit que ça serait bien que ma compagne soit avec son fils à l'hôpital. Et qu'il existe pour ça au Kremlin-Bicêtre un service qui s'appelle le service mère-enfant, où les enfants sont hospitalisés avec des mamans qui ont probablement le même problème qu'à Laura. Ce problème, je ne le connais toujours pas, puisque Laura est en diagnostic. Il n'est toujours pas diagnostiqué. Et non, parce que c'est très très long, la médecine. Ils font très très attention à et ils ont des tests, ils font très très attention à ce qu'ils font. C'est une bonne chose quelque part. Hein. Non ? C'est intéressant. Ouais. Il y a un bémol, c'est la communication. Oui. C'est-à-dire que la communication avec l'extérieur est totalement absente et qu'il faut se battre pour comprendre quelque chose. Et quand je dis qu'il faut se battre, il faut vraiment se battre. L'aide pour les médicaments, je me suis bagarré pour l'avoir et j'ai dit, mais je suis allé voir les psychiatres et je leur ai dit, mais vous voyez pas que je suis en train de tomber, je ne vais pas pouvoir m'occuper de mon fils si vous m'aidez pas. Et ils m'ont répondu qu'ils ne pouvaient pas eux-mêmes m'aider et c'est pour ça qu'ils m'ont envoyé vers le CMP, mais c'est moi qui ai dû me bagarrer, c'est-à-dire qu'on m'a pas proposé un suivi, par exemple. Cette docteure me contacte, me dit ça et elle me dit, voilà, il va y avoir une place qui va se libérer d'ici 3 semaines. Elle me le fait même visiter avec Laura. Nous avons un rendez-vous tous les 3 avec Laura et Vadim dans cet institut pour... Voilà, je constate qu'il y a effectivement 6 autres mamans qui sont là, 6 autres enfants et 6 autres papas qui viennent l'après-midi voir leurs femmes et leurs enfants. Les enfants sont assez jeunes, ils ont à peu près l'âge de Vadim ou un peu plus jeunes et les mamans sont atteintes... d'un trouble ce qu'on appelle le postpartum. Donc c'est ce qui frappe certaines femmes enceintes juste après l'accouchement. On se rapproche du diagnostic de Laura petit à petit.
Mais ceci dit, pour le postpartum, c'est, alors en tout cas dans l'inconscient collectif, je pense que c'est souvent associé au baby blues, ce qui pour le cas est pas le cas pour Laura, j'imagine. Alors en fait, la dépression postpartum, c'est un peu plus fort que le baby blues. Disons que le baby blues, je refais une petite parenthèse. On parlait de ces moments heureux de l'accouchement. Il y a aussi une forme de petite déprime. Donc on appelle baby blues chez la maman, mais moi je trouve qu'il y a une petite déprime aussi potentielle chez le papa, parce que le papa est un peu relégué en porteur de valise à l'accouchement. À tous les papas qui se reconnaissent. Big up. Big up. Non, mais je l'ai senti particulièrement parce que nous, on avait un appartement où il fallait faire de la peinture, qu'il fallait aménager, forcément faire un déménagement, et forcément, c'est plutôt moi qui l'ai fait, ce qui est tout à fait normal. Mais c'est vrai que mon fils a eu plein de cadeaux, ma femme a eu plein de cadeaux, et puis moi, zéro, quoi. Et en fait, c'est presque un rituel de n'offrir rien du tout au papa. De lui dire « Ah, bravo !» et puis de dire à la mère « Ah, t'as bien bossé !» Et j'en veux à personne. Mais c'est la société, je pense. Il y a quand même un constat que je suis pas du tout en train de faire un procès, hein, attention, je m'en plains pas, hein, mais c'est vrai que on félicite énormément la maman à juste titre, on s'émerveille de l'enfant à juste titre, et on oublie un tout petit peu le papa. À juste titre ou pas, je ne sais pas. Il y a un truc que je faisais, moi, quand ma femme était enceinte lors de la première grossesse, c'est que quand on était au resto, tu vois, les serveuses, à un moment donné, ta femme, ça se voit qu'elle est enceinte et tout. Comment ça se passe pour vous et tout? Donc, en fait, elle lui parlait. Et moi, je disais, ça se passe très bien pour moi, merci beaucoup. Systématiquement, je me faisais mal recevoir quand je faisais ça. C'était vraiment, de quoi tu parles, toi? Occupe-toi de tes histoires, c'est pas ton problème. Ouais, alors que pour le coup, c'est compliqué aussi, la grossesse, du point de vue d'un père, quoi. Je sais pas si c'est compliqué, mais en tout cas, c'est une aventure. Absolument. Et c'est quelque chose qu'on minimise forcément, puisqu'il n'y a pas d'impact physique chez nous, donc l'impact psychologique est probablement moindre, ça me paraît évident. Voilà, il est quand même là, l'impact psychologique, hein, il est fort. On en parlait tout à l'heure en bien. C'est vrai que on a tendance à être un peu oublié à ce moment-là. Mais je vais juste m'attarder un instant sur l'impact chez la maman. Moi, j'ai l'impression que la maman, pendant 9 mois, elle fantasme très différemment du papa, forcément, puisque c'est en elle que se passe tout. Et elle ressent les choses, elle en entend d'autres. Sans doute qu'elle nous fait des infidélités en lui parlant la nuit. Il y a tout un procédé comme ça de fantasme qui se met en place chez la femme, qui est certainement beaucoup plus élevé que chez le papa. Ça, c'est sûr. Du coup, le jour J, quand il n'y a plus personne dans le ventre et que l'enfant est à l'extérieur, il doit y avoir une forme de frustration. Les mamans nous diront ce qu'elles en pensent, mais une forme de frustration de « Attends, moi je le couvre pendant 9 mois, je lui parle, etc. Et je le découvre en même temps que tout le monde, mais c'est injuste. Je devrais être toute seule là. » Et là, il y a la grand-mère, la belle-mère, machin, qui se penche autour du berceau, les copains qui prennent des photos, patati patata. Il y a, je pense, dans l'inconscient vraiment, parce que présentement, les gens sont contents, et la mère aussi, mais inconsciemment, il y a un truc genre « Attends, mais... c'était pour moi tout ça. C'est moi qui l'ai vécu. Pourquoi ils sont tous là ?» Voilà. Et je ne sais pas si ça a à voir avec le baby blues, peut-être. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que tu peux pas rester intact au fait de vivre une aventure intérieure pendant 9 mois et de te confronter au réel sans que ça te chamboule un petit peu. Voilà, ça doit avoir un impact, je pense. Je ferme cette parenthèse. Et je vais donc donner le diagnostic, ce qui a été diagnostiqué pour Laura, c'est un trouble du postpartum. Le baby blues, c'est un tout petit trouble du postpartum, c'est une petite déprime proche de la dépression. La dépression postpartum, c'est une vraie dépression. C'est plus fort. Il y a des mamans qui n'arrivent plus à gérer. Laura, elle a fait une psychose de postpartum, avec des troubles bipolaires. C'était assez chargé et c'était, en plus de tout ça, ce qu'ils appellent tardif. Un trouble tardif. C'est-à-dire que ça vient à bout de 5-6 mois. Ça vient pas immédiatement après la grossesse, mais c'est resté en elle, ça s'est emmagasiné, puis un jour, paf, ça explose. Donc voilà ce qui a été diagnostiqué. J'en reviens à cette femme, ce médecin qui m'appelle et qui me dit, dans 3 semaines, il y a une place, réfléchissez si vous voulez mettre votre enfant avec votre femme dans cet institut. Et en moi, je pense, c'est elle qui est malade et c'est moi qui vais morfler
Bon, c'est très égoïste parce que je comprends très bien pourquoi il lui faut l'enfant, évidemment. Elle a besoin de se réapproprier ce lien. Recréer le lien, oui. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser ça. J'en parle avec mon père, avec qui je suis en train de renouer le lien petit à petit depuis cet événement, parce qu'on s'était un petit peu échauffé un peu après la naissance de mon fils. Là, on resserre un peu les liens, j'en parle avec ma mère. Et 24 heures plus tard, le docteur me rappelle et me dit « Écoutez, il y a un changement dans le programme. La place s'est libérée aujourd'hui. Donc là, il est 11h. Est-ce que vous êtes d'accord pour que votre fils vienne à l'Institut aujourd'hui ?» Voilà, et donc... T'as pas eu le temps de réfléchir? Non, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Je lui ai demandé 2 heures quand même. Je lui ai dit, je vous rappelle dans 2 heures, laissez-moi 2 heures. Tout indiquait qu'il fallait que je garde Vadim parce que sinon j'allais m'effondrer si j'étais seul. Et en fait, je me suis dit, non mais tu fais n'importe quoi. Amène Vadim là-bas. Sépare-toi de ton fils, ça suffit. C'est ce qu'il y a de plus dur à faire et c'est peut-être pour ça qu'il faut le faire. Donc je l'ai amené, voilà. Je l'ai amené à l'hôpital. Je revois l'entretien avec les médecins, les assistants sociales, enfin bref, avec tout le monde dans la petite chambre où va bientôt être Laura, qui n'est pas encore au courant. Je suis avec Vadim sur mes genoux, tout le monde me regarde d'un air dépité. Bon, forcément, je suis en train de pleurer, donc... Puis voilà, on me rassure. Et je suis d'ailleurs plutôt rassuré par le sérieux de l'équipe. On va chercher ma femme, on parle avec ma femme, on lui explique ce qu'on va faire. Et puis voilà, c'est parti pour l'aventure. Vadim et Laura vont rester 6 semaines dans l'unité mère-enfant pour redompter leur lien. Et moi, je vais... Enfin, redompter, ça ne veut strictement rien dire. Recréer. Merci beaucoup. J'avais compris l'idée, je pense que tout le monde aura compris, t'inquiète. Pour renouer, recréer ce lien, surtout de la part de Laura. Et moi, je vais continuer à refuser du boulot pour aller voir ma femme et mon fils tous les jours. Et ça va donc durer 6 semaines, voilà. Comment ça se passe? Alors, au début, c'est génial. Pour moi, un peu dur pour elle, parce que tous les jours, quand j'arrive et que je me mets à parler dans la pièce commune où jouent les enfants sur des tapis, dès que mon fils entend le son de ma voix, on a l'otarie qui remue sur elle-même et qui se dit mais je connais cette voix. Mon fils, il me reconnaît. Ce qui n'est pas le cas de sa mère. Voilà, les premiers temps, c'est pas le cas de sa mère, donc elle en souffre. Moi, j'en suis évidemment hyper flatté, et ça me donne de la force aussi pour lâcher du lest et pour aider ma femme à renouer ce lien. Donc concrètement, quand je suis là, Vadim a le droit d'être dans la chambre de Laura, sinon c'est interdit. Il dort dans un dortoir et il est dans la pièce commune et basta. On a le droit de sortir à nouveau 15 minutes par jour, ce qui est super pour ma femme qui fume des cigarettes. Elle était ravie. Et on se balade dans l'hôpital, et puis petit à petit, Laura aura droit à 1 heure, etc. Moi, si j'en fais la demande, j'ai le droit d'avoir mon fils chez moi, en gros 48 heures par semaine. Je le fais jamais, parce que pour Laura, 48 heures sans Vadim, c'est super violent. 48 heures toute seule dans l'hôpital, parce que forcément, si j'ai mon fils à l'extérieur, je vais pas venir. Donc pour elle, c'est super dur. Donc je le fais une fois pendant 24 heures, mais je reviens très vite. En fait, je suis heureux quand on est tous les 3. Petit à petit, Laura va de mieux en mieux. Elle n'est plus du tout incohérente, elle n'est plus du tout quasiment confuse, et de moins en moins shootée, parce qu'au début, elle est quand même clairement shootée. Faut pas se mentir. Pour se recentrer sur eux-mêmes, ils les shootent. C'est de l'anxiolytique à gogo. Ça leur permet d'être stone, calme, voilà. Et ça va beaucoup moins vite dans leur tête. En tout cas dans la tête de ma femme, parce que le principe d'être maniaco-dépressif, d'avoir un trouble maniaco-dépressif ou un trouble bipolaire, il y a des phases d'euphorie qui se cumulent à des phases de dépression. L'euphorie et la maniaquerie, je sais pas si on dit ça, enfin le côté maniaque, c'est quand ça va très très vite dans la tête, quand il faut tout organiser, tout faire bien, être très précis dans ses mots, très précis dans ses paroles, etc., etc. Et voilà, donc là, pour le coup, on se bourre d'anxiolytiques au début pour se calmer, pour respirer, pour être moins angoissé en fait. Voilà. Ensuite, on se soigne. Pour Laura, ils ont essayé un traitement au lithium, qui est ce qu'on appelle un régulateur d'humeur. C'est différent d'un antidépresseur. Malheureusement, le traitement est vite arrêté parce que Laura a une hépatite qui est déclenchée par
un médicament qu'on lui a donné dans le service fermé, mais on ne sait pas lequel. Et les premiers tests qu'on fait, c'est qu'on arrête tous les médicaments qu'elle prend, y compris son régulateur d'humeur qui commence à donner des résultats très positifs. Wow. Donc Laura retombe en dépression, elle a 42 fièvres, mais elle n'a pas le droit de prendre de paracétamol parce que son problème vient du foie et que le paracétamol attaque particulièrement le foie. Ceux qui sont en école de médecine préciseront si j'ai dit vrai ou pas. Je ne sais pas si le paracétamol attaque directement le foie, mais nous attendons vos commentaires. Et bref, ça va pas, quoi. Donc elle est transférée, un jour un matin on m'appelle et on me dit que Laura va être transférée dans un autre hôpital, dans un service hépatobiliaire, et qu'il faut que je récupère mon fils. Donc je récupère mon fils. Et Laura est dans un autre hôpital, dans une chambre toute seule. Donc dans cet autre hôpital, elle subit toute une batterie de tests, et on continue à lui interdire de prendre des médicaments. On lui dit qu'elle va un peu mieux. Donc pendant une semaine, elle retourne dans l'Institut Mère-Enfant avec Vadim. Et puis ça va toujours pas bien. Donc elle ressort à nouveau, elle retourne en hépatobiliaire. Je ne sais plus le nom de l'hôpital, mais à Paul Brousse. Je récupère Vadim à nouveau. Et puis là on en a marre, quoi. Là on en a marre. On en a marre, donc on dit à la psychiatre du Kremlin-Bicêtre que Laura va pas revenir, quoi. Ces allers-retours incessants, être enfermée dans l'hôpital, c'est insupportable pour elle, c'est insupportable. Je pense qu'elle va tomber en dépression parce qu'elle reste dans l'institut et non pas parce qu'elle y est soignée, en fait. Ils sont extrêmement prudents, les médecins, les psychiatres, ils ont raison sans doute, hein, ils s'y connaissent mieux que moi, je n'ai pas le choix que de leur faire confiance. Mais c'est vrai que cet environnement fermé, glauque, enfermé avec des gens malades, à un moment donné, ça pèse énormément sur tes épaules, en tout cas sur les épaules de ma femme. Peut-être que quelqu'un d'autre aurait eu des épaules plus solides pour tenir, c'était pas le cas de Laura. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut entendre. Et il faut savoir si elle est capable d'être mieux chez elle, si elle est entourée, que dans l'institut. Donc on retourne à la maison, on est début juin, et bon, ça va pas très bien, hein. Laura, faut qu'elle se réhabitue à l'environnement, de l'appartement, au social, des amis, de la famille, de faire des courses, déjà dans un premier temps, de sortir dans la rue. Tout ça prend beaucoup de temps quand on sort d'hôpital psychiatrique. Je l'ai vécu pour d'autres personnes dans ma famille. Il y a vraiment plusieurs semaines où voilà, faut prendre le temps de réapprendre à vivre, de plus avoir peur de croiser le regard des gens, etc. Et ça a été le cas pour Laura, et voilà, ça a pris un peu de temps. Mais voilà, il y a eu un grand changement entre ce moment où elle est ressortie début juin de l'hôpital et le moment où elle est sortie de l'hôpital de Rennes. Ça a été mon attitude. Parce que à l'hôpital de Rennes, je trouvais que Laura avait été fautive et que c'était de sa faute si elle s'était retrouvée en hôpital. Alors que là, au mois de juin, j'avais compris une chose dont j'étais certain, c'est que Laura n'était pas entièrement fautive de ce qui lui arrivait, que Laura était malade, en fait, comme si elle avait une grippe, par exemple, et que, par conséquent, peut-être qu'elle avait tiré trop sur la corde, qu'elle avait provoqué un état de fatigue qui avait amené à sa décompensation. Ça serait une part de sa responsabilité. Toujours est-il que sa décompensation n'allait pas arriver par hasard. Et moi, j'avais compris ça. Du coup, je l'aidais d'une façon très, très différente. Et j'étais beaucoup plus présent, beaucoup plus souple. Voilà, ça a pris plusieurs mois. Elle a repris son travail en septembre. Vadim va merveilleusement bien. C'est le plus beau des petits garçons. Quel âge il a maintenant alors ? Il a 15 mois, donc plus d'un an. Il marche, il baragouine. Il est beau comme un cœur et on est hyper heureux, quoi. C'est vraiment. Et ça va ? Tout va bien pour vous ? Vous êtes... Ouais, tout va bien, ouais. Quand Laura était à l'hôpital et qu'elle était confuse, et je l'ai demandé en mariage. Et s'il y avait, comme dans les films américains, un prêtre qui avait pu nous bénir, comme dans Mission Impossible 3, dans un des couloirs de l'hôpital, c'est très... eh ben, on l'aurait fait. J'aurais trouvé ça hyper romantique. Bon, on m'a fait comprendre que pour elle, c'était peut-être mieux que ça se passe dans des conditions différentes parce qu'elle n'aurait pas un super souvenir de ce mariage. Mais pour moi, c'était une façon de lui montrer à quel point j'avais confiance en elle et à quel point je ne lui en voulais pas.
L'épreuve, peut-être. Oui, la voyant fragilisée, j'avais envie de lui montrer à quel point je lui faisais confiance, je nous faisais confiance en fait. Laura, elle ressemble pas à l'idéal féminin que j'avais quand j'avais 17 ans. Elle est loin de certaines passions que j'ai. Il y a des sujets de conversation que j'adorerais avoir avec elle et puis que je ne peux pas. Et il est probable que ça soit la même chose pour elle. Et puis j'ai appris avec elle, et c'est ça l'aventure incroyable du couple, que en fait ces sujets de conversation que je ne pouvais pas avoir avec elle parce que ça ne l'intéresse pas, parce que ça ne lui parle pas, ça remettait pas tout mon couple en cause, et qu'il fallait que je cultive les sujets sur lesquels on se retrouve. On apprend dans cet équilibre-là à cultiver notre couple, et c'est un peu ça que j'ai compris à ce moment-là. Il fallait pas que Laura ressemble à ce que Nathanaël, à 17 ans, pensait de l'avenir. Ça, c'est un vrai truc qu'on nous fout dans la tête, je pense. Alors, peut-être du côté des filles, je sais pas, mais dans les mecs, je pense qu'il y a vraiment un vrai truc. Alors, c'est un autre sujet, hein, mais un vrai truc qu'il faut arriver à dépasser, et que, en fait, l'idéal féminin la femme idéale, comme tu l'appelles, justement, en fait, elle n'existe pas. Et si t'as 17 ans et que t'écoutes ça et qu'en fait dans ta tête t'as une copine avec qui ça se passe bien mais qui ressemble pas du tout à l'idéal féminin, peut-être pose-toi la question de est-ce que cette femme idéale que je fantasme quelque part, je sais pas d'où elle vient, hein, sans doute des films, est-ce qu'elle existe vraiment? Et est-ce que en fait finalement, comme tu l'expliques, avec une personne avec qui ça se passe bien et avec qui tu peux construire sur des différences, sur des complémentarités, c'est pas plus mal au final? Vraie question. Mais en fait, c'est pas tellement que c'est pas plus mal, c'est que je pense que c'est indispensable. On connaît tous un couple ou deux maximum dans nos amis, dans nos relations, dans nos connaissances, qui a l'air si fusionnel, entre qui tout se passe bien, enfin bref. Mais ça, c'est un couple, voire deux maximum. La majorité des couples, on compose, on s'apprivoise, on apprend à se connaître tous les jours. Et on est tous en train de blablater sur les couples d'amis. Oh là là, dis donc, ça a l'air de pas bien se passer. Oh là là, ils baissent plus, etc. Mais en fait, nous-mêmes, on est comme ça. On a des périodes où on fait moins l'amour, on a des périodes où on s'engueule, et puis on a des périodes où tout va bien, quoi. Et si tu as 17 ans et que tu écoutes ce podcast, ne te précipite pas, cherche encore la femme idéale. Tu vas comprendre qu'elle n'existe pas dans quelques années. Et je pense que grandir dans le couple, c'est ça. C'est s'énerver certains jours et accepter de s'énerver, parce que c'est hyper sain de s'expliquer et de se dire les choses si on ne fait pas que dans la violence. Et c'est de regarder à côté et de se dire, en fait, quand on fait l'amour, ça marche vachement bien quand même. Et puis j'adore sa peau, elle est super douce, et j'adore comment elle me parle quand on regarde les films, quand elle se blottit contre moi, quand elle a peur. Enfin voilà, il y a des tas de choses qu'on aime. Merci Nathanaël pour ces mots. J'ai une dernière question pour toi. Je t'écoute. Si ton fiston écoute ce podcast dans 15 ans, qu'est-ce que tu as envie de lui dire à Vadim qui aura donc 16 ans et quelques? Voilà, alors Vadim, déjà on avait dit que tu finirais tes devoirs, donc tu vas couper tout de suite ce podcast. En fait, je me pose encore la question, est-ce que c'est bien que je raconte cette histoire? Est-ce que c'est pour lui que je le fais? Est-ce que c'est pour moi? Je sais pas. J'en sais rien. Mais ouais, écoute, si ça peut lui apporter un peu sur l'histoire de ses parents, et surtout, mais je pense que je l'aurais déjà dit d'ici là, mais surtout s'il peut comprendre qu'on s'est tellement aimé et tellement bagarré pour qu'il soit bien, ben c'est déjà pas mal, quoi. Je suis 1000 fois d'accord avec toi, vraiment. Ouais, parce que moi, mes parents, ils ont dû s'aimer, ils ont dû se bagarrer, mais je m'en souviens pas parce qu'ils se sont séparés quand j'étais très jeune, et que je n'ai pas d'histoire et pas d'image de l'affection qu'ils ont eue l'un pour l'autre. Il n'y a pas de film qui existe de tout ça. Il n'y a pas d'enregistrement non plus. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait souffrir à un moment donné, d'imaginer que mes parents en fait se sont pas tellement aimés que ça, malgré le fait qu'ils aient eu 3 enfants. Et bah voilà, moi mon fils, on l'a eu dans l'amour, on l'aime, et peu importe l'histoire que vont vivre ses parents dans l'avenir, cet épisode-là aura été hyper important pour nous aider à devenir parents, et en tout cas moi pour m'aider à devenir daron.
cher Fabrice. Eh ben, on va conclure là-dessus. Vraiment, Nathanaël, un immense merci d'être venu. Merci d'avoir envoyé ce mail. Voilà, je suis ravi de ta façon de raconter ton histoire qui est bouleversante et géniale à la fois parce que j'ai l'impression que tu en as retiré plein de choses. Ta fameuse reconversion, je comprends un peu mieux pourquoi. Après avoir écouté, je pense que tout le monde aura compris pourquoi tu vas vers la psycho. Tu disais avant, et je pense que c'était hors antenne, enfin hors enregistrement, que tu voulais bosser dans le public. Je pense avoir compris pourquoi aussi. C'était sans doute la plus belle chose pour toi. Ouais, et puis écoute, merci à toi parce que c'est un petit podcast et c'est super de faire ça très simplement, de proposer des histoires, de proposer une parole libre, un peu comme il y avait des radios libres à un moment donné. Et voilà, belle continuation à vous par ici et ailleurs. Merci Nathanaël. À bientôt. Un grand merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous avez une histoire de daron ou quelque chose qui fait de vous un daron un peu à part, surtout n'hésitez pas à m'écrire sur histoire de daron, histoire avec un S, daron avec un S, @gmail.com. Je ferai en sorte de vous répondre. Enfin, je vous rappelle que vous pourrez retrouver un nouvel épisode de ce podcast tous les premiers et les troisièmes lundis de chaque mois. Donc notez bien, le prochain Histoire de Daron sortira le 19 février. D'ici là, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, notamment sur mon Instagram que j'aime beaucoup. Vous pouvez aller retrouver mon Instagram sur FabFlorent, FabFlorent. J'adore recevoir des messages et j'adore aussi vous répondre. Un grand merci à vous, belle journée et une belle vie à vous.